Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société GrowUna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 14 qui s'étale du 31 mars au 6 avril. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui, nous aurons évidemment les articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en JA, les annonces en preview et nous terminerons par les fameuses décommissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Cette semaine, Microsoft a annoncé un nouvel investissement de 5,4 milliards de rands en Afrique du Sud prévu d'ici à 2027. Ce montant va permettre de renforcer l'infrastructure cloud et l'intelligence artificielle du pays, évidemment, en réponse à une demande croissante sur la plateforme Azure. Mais ce n'est pas seulement une question de serveurs ou de data center. L'ambition est aussi humaine. Former 1 million de Sud-Africains d'ici 2026, certifier 50 000 personnes dans des domaines très recherchés comme l'IA, l'architecture cloud ou la cybersécurité. En 2024, ils sont déjà plus de 95 000 à avoir été certifiés et près de 2 000 à avoir trouvé un emploi grâce à ces formations. L'idée est claire, permettre à l'Afrique de ne plus être seulement consommatrice de technologies, mais bien actrice de sa propre transformation numérique avec des solutions conçues localement. Microsoft appuie aussi sur sa stratégie environnementale. Production d'énergie propre, projet de reconstitution de l'eau, protection de milliers d'hectares de terre et plein d'autres projets. L'entreprise montre qu'on peut investir dans le numérique tout en gardant une vraie conscience écologique. C'est un bel exemple d'investissement à long terme qui combine innovation, emploi et durabilité. Parlons à présent d'un partenariat où Microsoft et Nvidia annoncent de nouvelles intégrations techniques majeures pour accélérer l'innovation en intelligence artificielle sur Azure. Parmi les nouveautés, on trouve l'intégration de la nouvelle architecture Blackwell de Nvidia à l'infrastructure IA d'Azure, ainsi que les microservices IA NIM qui permettent de déployer rapidement des modèles prêts à l'emploi sur la plateforme. Concrètement, cela veut dire que des développeurs, des startups ou des grands groupes peuvent créer des applications d'IA génératives beaucoup plus facilement et efficacement qu'auparavant. Des entreprises comme Epic dans le domaine de la santé utilisent déjà ces services pour améliorer la qualité des soins. D'autres, comme Black Forest Labs, produisent des millions d'images par jour à l'aide de modèles d'IA hébergés sur Azure. Microsoft met également à disposition de nouvelles machines virtuelles basées sur les GPU Blackwell qui doublent les performances par rapport aux générations précédentes. Cela permet de gérer des charges de travail très complexes comme le raisonnement, la planification ou encore les jumeaux numériques. Et pour les développeurs, Azure AI Foundry continue de s'enrichir de modèles optimisés comme Llama, Mistral et bientôt Nemotron Reason avec des microservices déployables partout et des performances d'inférence considérablement améliorées. Avec cette alliance renforcée, Azure se positionne comme un des écosystèmes les plus avancés pour concevoir, entraîner et faire tourner des solutions d'IA à grande échelle. Alors on parlait à l'instant du partenariat entre Microsoft et Nvidia, eh bien on peut parler d'une nouveauté intéressante qui concerne l'accélération du déploiement d'applications d'IA. Azure AI Foundry intègre désormais deux outils puissants. NVIDIA NIM, que nous évoquions juste précédemment, qui est une suite de microservices IA qu'on peut activer rapidement pour lancer des modèles comme Llama 3 et Agent IQ, une boîte à outils open source qui va permettre d'optimiser en temps réel les performances de ces modèles. Concrètement, on peut maintenant développer un modèle d'IA génératif sans passer des semaines à le configurer. Et une fois en production, Agent IQ va analyser le comportement de l'agent IA comme le nombre de réponses, la vitesse d'exécution, la charge processeur pour l'ajuster automatiquement. C'est un vrai plus pour les entreprises qui veulent industrialiser leur propre IA sans exploser les coûts. Dans la santé, par exemple, l'éditeur Epic
utilise déjà cette approche pour améliorer les résumés médicaux générés automatiquement et aider les professionnels à gagner du temps au quotidien. ServiceNow, de son côté, s'en sert pour créer des agents d'IA spécialisés par métier. Bref, c'est une brique de plus vers des applications IA prêtes à l'emploi, plus fiables et surtout plus faciles à maintenir. Changeons à présent de sujet et partons maintenant du côté de la Belgique. Non pas pour parler de frites ni de chocolat, mais parler de technologie. En effet, Microsoft a annoncé l'ouverture d'une région cloud en Belgique pour l'automne 2025. C'est une étape importante dans leur plan d'investissement baptisé Digital Ambition. Et non pas Ambition, ils ont remplacé le BI par le BE pour Belgique. Et ce dernier vise à soutenir la transformation numérique de la Belgique, évidemment. Concrètement, cela veut dire que les entreprises et les institutions publiques belges auront accès à un cloud local. Moins de latence, stockage de données en Belgique, conformité plus facile et une sécurité évidemment renforcée. C'est aussi une opportunité d'accélérer l'usage de technologies comme l'intelligence artificielle ou l'analyse de données avec des performances optimisées et sans compromis sur la souveraineté. Ce type d'infrastructure est particulièrement stratégique pour un pays comme la Belgique qui héberge des institutions internationales majeures. En rapprochant l'infrastructure des utilisateurs, on répond à des enjeux critiques de performance, de résilience et de sécurité. Microsoft rejoint également la Belgian Digital Infrastructure Association, renforçant ainsi son implication dans l'écosystème numérique local. Bref, une avancée significative dans le paysage cloud européen et un signal fort pour la compétitivité numérique de la Belgique. Bon, et bien après cela, je vous propose de passer aux annonces en JA. Et la première concerne le service Azure Kubernetes Fleet Manager. Ce dernier propose désormais une mise à niveau automatique qui déclenche automatiquement les exécutions de mise à jour en fonction des nouvelles versions de Kube ou des images de nœuds publiées sur Azure. Cela devrait simplifier un peu la vie des administrateurs des clusters AKS. En parlant d'AKS, justement, pas mal d'annonces en JS sont sorties la semaine dernière. Tout d'abord, un nouvel outil, à savoir AKS Communication Manager, qui va simplifier les notifications pour toutes vos tâches de maintenance AKS en s'appuyant sur Azure Resource Notification et Azure Resource Graph. Vous pourrez ainsi surveiller étroitement vos mises à niveau grâce aux alertes sur les déclencheurs et les résultats des événements. En cas d'échec de la maintenance, il vous en informe en vous expliquant les raisons, réduisant ainsi les contraintes liées à l'observabilité et au suivi. Bref, à tester. D'un point de vue réseau, Azure CNI Overlay prend désormais en charge la mise en réseau Dual Stack avec Cilium, permettant ainsi aux clients d'appliquer des stratégies réseau IPv6 et IPv4 et d'exploiter des services ACNS pour Advanced Container Network Services. AKS supporte dorénavant la version 3 de l'OS maison Azure, à savoir Azure Linux dès la version 1.32 de Cube. Alors pour ceux qui déploient des nœuds GPU sur AKS, vous avez sans doute constaté que lors de la création de ces nœuds sur des VM qui supportent les GPU NVIDIA, les pilotes GPU NVIDIA sont installés par défaut. Et bien à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir ignorer l'installation de ces pilotes, ce qui vous permettra d'installer vos propres pilotes ou en tout cas des pilotes personnalisés. Des recommandations de coûts pour AKS font leur apparition dans Azure Advisor. Celles-ci sont adaptées à la configuration de votre cluster et ciblent les scénarios de dimensionnement, de mise à l'échelle automatique, de visibilité et de sélection de votre SKU. On continue avec AKS qui supporte maintenant les Cilium Endpoint Slice, que certains d'entre vous connaissent mieux sous son acronyme CES. Ces derniers permettent d'améliorer l'évolutivité et la gestion des endpoints au sein de votre cluster AKS. Cela réduit notamment la charge du serveur API, mais cela facilite aussi la propagation des informations de sécurité des endpoints entre les différents composants Cilium. Justement, on parlait de Cilium à l'instant, eh bien AKS prend désormais en charge le plan de données Cilium avec Azure CNI en node subnet. Cette amélioration vous permet d'exploiter les fonctionnalités réseau avancées de Cilium tout en utilisant l'allocation IP du sous-réseau du nœud, tout en conservant vos stratégies d'allocation IP existantes. Et pour finir avec AKS, la fonctionnalité Network isolé fait son apparition.
Ainsi, vous pouvez maintenant utiliser des clusters isolés du réseau pour simplifier le processus de restriction d'accès au réseau et réduire le risque d'exposition involontaire des points de terminaison publics du cluster afin de prévenir les failles de sécurité évidemment. Changeons maintenant de sujet et parlons du service Microsoft DevBox qui continue son expansion puisqu'il est désormais disponible dans la région Spain centrale. Voilà tout ce que je pouvais dire pour les annonces en JA pour cette semaine. Parlons maintenant de celles en preview et débutons avec le service AKS Fleet Manager qui, pour rappel, permet de gérer à grande échelle vos clusters AKS. Sachez que pour les utilisateurs qui utilisent le placement des charges de travail, la ressource personnalisée Cluster Stage Update Strategy vous permet de spécifier l'ordre des clusters entre les différentes étapes, prenant en charge le temps d'adaptation et les approbations entre ces différentes étapes. Alors perso, cela ne me parle pas beaucoup, mais ça doit être plutôt cool. Toujours sur Azure Kubernetes Fleet Manager et le placement des ressources avec l'arrivée de Cluster Resource Placement Eviction qui vous permettra de forcer le retrait de vos ressources qui est aussi accompagné de Cluster Resource Placement Disruption Budget qui protège contre les interruptions volontaires qui surviennent lorsqu'un objet Cluster Resource Placement Eviction est appliqué à une ressource qui aura été positionnée. Attention toutefois, ce dernier n'offre aucune protection contre les interruptions involontaires. Changeons de sujet sans trop nous éloigner et parlons maintenant de AKS où l'équipe produit a bien bossé car après plusieurs annonces en JA, en voici plusieurs en preview. Tout d'abord, le module complémentaire AI Toolchain Operator déploie désormais les charges de travail d'inférence de modèles à l'aide du moteur de service VLLM à haut débit. Notez que VLLM offre une accélération significative du traitement des requêtes entrantes et une flexibilité d'utilisation des API compatibles OpenAI, des modèles DeepSeek R1 et d'une gamme de modèles Hugging Face pré-entraînés. Une nouvelle intégration entre AKS et Application Insight afin de monitorer vos déploiements Java et Node au sein de votre cluster AKS. Toujours sur AKS avec l'apparition de l'option Max Unavailable pour la mise à niveau de vos pools de nœuds vers une version plus récente de Cube, mais aussi pour les images de nœuds. Ainsi, plus besoin d'utiliser des nœuds de surtension pour lancer la mise à niveau. AKS se contente de bloquer et de drainer les nœuds existants du node pool. AKS offre désormais un équilibrage de charge amélioré pour les services utilisant External Traffic Policy. Cette amélioration permet les load balancers standards de sonder directement le kube-proxy plutôt que les applications back-end. Cette nouvelle fonctionnalité est censée améliorer la fiabilité, réduire les erreurs de configuration et optimiser le routage du trafic. Pour continuer avec les load balancers, sachez que maintenant vous pouvez associer plusieurs load balancers par cluster. L'idée derrière est d'apporter une meilleure évolutivité, c'est-à-dire une meilleure répartition de la charge de travail et une plus grande flexibilité dans la gestion du trafic réseau pour vos déploiements massifs. Et du coup, cela nous fait une transition parfaite avec l'annonce suivante, puisqu'AKS vous permet désormais de définir des plages d'adresse IP et des tags de service pour vos load balancers, offrant ainsi un contrôle de trafic plus flexible qu'avec le paramètre Load Balancer Source Ranges. Cela élimine notamment le besoin de mise à jour manuelle des tags de service et garantit une gestion fluide du trafic entre vos services locaux et Azure. On continue avec AKS qui prend en charge le chiffrement WireGuard pour les data planes de Advanced Container Network Services plus Cilium. Cela permet un chiffrement transparent de nœud à nœud pour une sécurité renforcée. Cette intégration fournit un mécanisme de chiffrement léger et performant pour le trafic entre les nœuds d'un cluster AKS, garantissant la sécurité des données en transit sans impact significatif sur les performances. Et c'est là que ça devient intéressant. AKS prend désormais en charge la journalisation persistante des flux réseau avec Advanced Container Networking Services. Cela vous permet de capturer et de conserver des journaux de trafic réseau détaillés, fournissant ainsi des informations précieuses sur le comportement du réseau et contribuant à garantir la sécurité et l'efficacité de vos déploiements. On en termine avec AKS, étant donné que AKS prend désormais en charge les Network Policy de couche 7
dans les clusters Advanced Container Network Services plus Celium, ce qui permet un contrôle précis du trafic applicatif, ce qui peut parfois être très utile. La fonctionnalité CNI Overlay débarque sur Application Gateway for Containers et Application Gateway Ingress Controller, plus communément appelé AGIC. Ainsi, vous pourrez préserver vos IP de vos VNet ou encore gérer les entrées du cluster depuis les clients et services externes vers des services spécifiques au sein du réseau privé superposé de vos clusters AKS. Côté ExpressRoute, l'équipe produit annonce deux améliorations liées à la résilience du service. La première, la validation de résilience, qui est une fonctionnalité conçue pour évaluer la résilience de la connectivité réseau des charges de travail compatibles avec ExpressRoute. Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer des basculements de sites pour votre passerelle de réseau virtuel, ce qui vous permet d'évaluer la résilience de réseau en cas de panne et de valider la configuration lors des migrations en testant l'efficacité des mécanismes de basculement. La seconde annonce est les analyses de résilience. C'est une fonctionnalité d'évaluation conçue pour mesurer la fiabilité de votre réseau. Au cœur de cette fonctionnalité se trouve l'indice de résilience, un pourcentage calculé en fonction de facteurs tels que la résilience des routes, l'utilisation de passerelles redondantes de zone, et les recommandations ou encore les tests de validation de résilience. Du côté de Azure Front Door qui prend en charge la suite Cypher personnalisée, vous pouvez utiliser une stratégie prédéfinie ou une stratégie personnalisée selon vos besoins. Si une stratégie TLS doit être configurée pour répondre à vos besoins métiers et de sécurité, vous pouvez utiliser une stratégie TLS personnalisée. Avec la stratégie TLS personnalisée, vous avez un contrôle total sur la version minimale du protocole TLS à prendre en charge ainsi que sur les suites de chiffrement qui sont prises en charge. Terminons les annonces en preview avec le service Azure Private Link qui évolue puisque vous pouvez désormais déployer jusqu'à 500, non, j'abuse, 5000 private endpoints par VNet, alors que jusqu'à présent, vous étiez limité à 1000 private endpoints par VNet. Alors ça paraît déjà énorme, mais je pense qu'au moins avec cela, vous serez tranquille 5 minutes. Eh bien voilà, nous pouvons maintenant passer en douceur aux décommissions. Je prends ma respiration et on est reparti. Depuis le 31 mars 2025, donc depuis la semaine dernière, la version 1 du SDK Azure Machine Learning a été retirée. Il suffit donc de passer à la version 2 si toutefois vous rencontrez des soucis ou que vous n'ayez pas effectué la mise à jour. La fonctionnalité Synapse Data Explorer sera retirée le 7 octobre 2025. Vous êtes encouragé à utiliser Event House dans Real-Time Intelligence qui fait partie de Microsoft Fabric. Côté VM, plusieurs types d'instances vont être supprimés le 1er mai 2028, à savoir les types D, DS, DV2, DSV2 et LS. Il faudra donc envisager de mettre à jour vos types d'instances d'ici le 1er mai 2028. Côté Azure Container Apps, les modules complémentaires seront retirés le 30 septembre 2025. Cela concerne les modules Kafka, MariaDB, Milvius, PostgreSQL, Qudrant, Redis et Weaviate. Le 31 mars 2028, l'API Parlo sera supprimée de Log Analytics. Il faudra envisager de passer à l'API et au format de requête standard pour l'API d'accès aux données. D'ailleurs, même punition pour l'API bêta de Log Analytics et il faudra continuer à utiliser l'API et le format de requête standard cité précédemment. Le 31 mars 2028, Microsoft supprimera les clients VPN Azure enregistrés manuellement pour les connexions point-to-site avec l'authentification Microsoft Entra ID. Il faut donc migrer les clients VPN Azure enregistrés manuellement vers un client VPN enregistré auprès de Microsoft pour les connexions point-to-site avec l'authentification Microsoft Entra ID. Les clients de Microsoft Entra Domain Services vont devoir migrer vers la version 1.2 de TLS avant le 31 août 2025 parce que les versions 1.0 et 1.1 seront retirées.
Côté App Service, à compter du 31 mars 2028, la fonctionnalité de sauvegarde personnalisée d'Azure App Service ne sauvegardera plus vos bases de données associées à votre App Service. Il faudra donc gérer la sauvegarde de vos bases de données en dehors de Azure App Service. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine en pleine forme pour un nouvel épisode toujours aussi passionnant.